Bonjour Lamine, ici Charles Frey à Dakar, Loubès. Bonjour Charles, Laminia ici à Montréal, Loubès. Alors Loubès à Dakar, c'est la mauvaise nouvelle qui nous tombe dimanche matin avec la disparition d'un grand monsieur de la presse sénégalaise, Jean Meïssa Diop, JMD pour nous qui l'aimions si fort, qui l'avons connu, avec qui nous avons travaillé, on l'appelait comme ça, Jean Meïssa, JMD. Alors Jean Meïssa nous a quittés ce dimanche matin à la suite d'une longue maladie qui traînait après un AVC très sévère. C'est une grande disparition, c'est aussi une énorme perte pour la presse sénégalaise parce que formateur hors pair, moi-même qui parle comme ça, a été formé, quand même, j'ai été formé par Jean Meïssa Diop quand je faisais mes humanités à Walfadjri et puis entre autres, hein, Jean Meïssa Diop, Sidi Lamine, c'est le moment peut-être de saluer la mémoire de tous ces grands messieurs, Abdourahmane Kamara, Mamadou Bakary, Traoré, Sapo, et tous les autres qui sont encore vivants. Et Jean Meïssa Diop a marqué aussi bien la culture par ses écrits, mais aussi par ses avis d'un expert, par sa capacité en tout cas à la simplicité, à la droiture et à son enseignement qui a toujours en tout cas porté et apporté beaucoup de choses à nos autres jeunes journalistes. Voilà, nous regrettons la disparition de Jean Meïssa. J'aurais aimé rester en long et en large sur ces messieurs, ce grand monsieur de la presse sénégalaise. Mais bon, voilà quoi, je pense que l'émotion me gagnerait et que je ne pourrais peut-être pas poursuivre à parler de Jean Meïssa et de ce qu'il a été pour moi, pour d'autres avant, et pour ceux qui sont là aujourd'hui, d'autres qu'il a formé plusieurs générations. Alors, je vais parler un peu de l'économie, parce que nous avons aussi l'avantage d'avoir un ministre, c'est pas tout le temps ma façon de faire, mais de parler d'un ministre, Amadou Kok notamment, qui est en train d'apporter un vent de fraîcheur dans l'économie sénégalaise, avec notamment ce qui vient d'arriver, quand très longtemps le secteur privé a demandé à être mis sur pied. C'est justement ce taux d'actionnariat qui va être mené à 34% et plus dans le cadre de consortium, dans lequel aussi l'État du Sénégal pourrait apporter son concours dans le cadre de fonds communs pour apporter une certaine garantie. C'est pratiquement une révolution qui se passe pour nous autres dans le cadre économique, parce qu'on a toujours parlé de sociétés de droit sénégalais, mais des sociétés qui n'avaient de nom que ce droit-là qui était convoqué, sans pour autant que le secteur privé soit très dynamique dans cette affaire-là. Cela veut dire aussi qu'aujourd'hui, le secteur privé qui devrait participer à hauteur de 34% doit faire preuve d'ingénuité et de changer de paradigme pour un nouveau leadership totalement économique, mais qui devrait aussi être accompagné par les banques. Faudrait-il aussi que les banques sénégalaises, je veux dire, voire africaines, puissent se fédérer, se regrouper autour de toute cette force du secteur privé, afin que cela ne soit pas seulement une vue de l'esprit, mais que cela s'accorde et que cela se réalise sur le terrain de l'investissement, donc à hauteur de 34%. C'est une petite révolution qui est en train de se faire. Et je dois dire que nous devons en grande partie cela à un certain ministre qui appelle la Manoufa encore. N'oublions pas qu'il y a une centrale d'hydrocarbures qui va être lancée, qui a déjà commencé à être, qui est déjà en travail, en cours de chantier, de 222 milliards de francs CFA, entièrement détenus par des actionnaires sénégalais et toujours avec des partenaires techniques et financiers qui ont permis la réalisation de cela. Et de notre côté aussi, nous avons la direction de l'emploi avec un certain Modoufal qui fait dans la discrétion, pas beaucoup de bruit, mais qui, ces derniers jours, quand même, est en train de signer des conventions de partenariat avec plusieurs jeunes afin de leur permettre un renforcement de leur personnel et qui leur permettrait quand même de pouvoir déboucher sur un projet économique assez cohérent, fort et porteur. Et pour moi, c'est une indication qui est assez forte et importante pour l'économie vers laquelle nous devons aller. L'initiative est bonne, l'idée également, Charles. Ce n'est pas la première fois dont on entend parler de ce type d'idée qu'on met en place pour le secteur privé et qui permet, comme on le sait, de créer de l'emploi réellement, parce que c'est toujours le secteur privé sur qui l'État devrait miser. Et c'est une bonne chose dans ce sens-là, mais en quoi ça va être différent de toutes les initiatives prises jusqu'ici et qui, il faut le dire, dans la situation actuelle de pandémie, on le sait, le taux de chômage qui continue de monter, la population encore qui reste laissée pour compte par rapport aux mesures de l'État, mais surtout par rapport aux initiatives d'emploi. Alors, en quoi ça va être différent de ce qu'on a vu jusqu'ici? Oui, c'est très important ce qui est en train de se passer. D'abord, la première chose, c'est qu'on migre de la culture de rentier à la culture d'investisseur. C'est deux choses
totalement différentes. On ne fait plus dans le courtage, cela veut dire qu'on est à mi-parcours de l'industrie en important la matière ou en important un certain nombre de choses pour pouvoir à Dakar aller dans la transformation finale. Ça, c'est du courtage. Aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre des risques qui vont de la matière première à la transformation totale jusqu'à la distribution sur place. Et c'est vers ça, justement, que nous pouvons aujourd'hui aller. Et ça, cela demande quand même un certain concours. Un concours de quoi? De banques qui jouent le jeu. Et pour que les banques jouent le jeu véritablement au Sénégal et partout ailleurs en Afrique, il faudrait d'abord que ces banques soient sénégalaises et africaines. Les banques étrangères ne feront pas notre développement, elles sont là pour faire un maximum d'argent. C'est clair qu'elles peuvent financer, qu'elles peuvent accompagner. Mais comme elles ont accompagné depuis toujours, et historiquement cela se sait, c'était dans l'arachide, c'était dans les phosphates. Et avec ces deux-là, on ne pouvait développer le Sénégal. On a vu ce que ça donnait pour l'arachide, on voit ce que ça donnait pour les phosphates. C'est-à-dire aujourd'hui que le secteur privé doit pouvoir être accompagné par l'État. C'est vrai, en tout cas dans ce qui vient d'être fait, le secteur privé doit pouvoir être accompagné par un secteur, des institutions financières sur lesquelles l'État du Sénégal, mais au-delà de l'État du Sénégal, nous appartenons quand même à un ensemble qui s'appelle l'UEMOA, où on devrait développer une certaine forme de souveraineté peut-être monétaire et une autre souveraineté qui soit totalement économique en disant qui veut venir chez nous, voilà comment les choses vont se passer. Je pense que c'est vers ça que nous sommes en train d'aller et en investissant très tôt, je veux dire, chez les jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat, on impulse et on a une nouvelle dynamique, en tout cas chez les jeunes, qui est celle justement du leadership économique. On parle beaucoup de patriotisme économique, mais il faudrait d'abord avoir un leadership économique. Et quand il y a un leadership économique, ça veut dire qu'il y a un paradigme qui a changé, il y a tout un ensemble de choses qui sont mises en place et qui sont à la limite obligées parce que le gouvernement du Sénégal, comme les gouvernements africains qui sont là, ils sont d'abord là pour servir, ils servent le secteur privé. Et là, je suis totalement d'accord avec toi, il va falloir qu'on change totalement de paradigme, qu'on accepte que les hommes qui doivent être riches au Sénégal et partout ailleurs en Afrique ne sont pas qu'ils ne soient pas des gens, je veux dire, des impôts et domaines, de la douane ou des fonctionnaires. C'est d'abord, il appartient aux hommes d'affaires et on doit travailler pour eux, pour qu'ils soient riches, qu'ils créent les conditions de la dynamique de l'emploi, les conditions d'une richesse bien distribuée avec équité et avec justice quelque part aussi, parce que cela demande aussi qu'il y ait comment dire, un appareil judiciaire, donc un deuxième pouvoir ou un troisième pouvoir, qui est le pouvoir justement judiciaire, de pouvoir être cohérent et favoriser toute cette nouvelle énergie et synergie qui est en train de se développer autour de l'économie. Alors, l'OBS de ton côté. L'OBS, c'est la venue de Joe Biden à la Maison-Blanche. Donc, cette semaine, on a assisté à l'investiture de ce 46e président des États-Unis. Finalement, on va le dire, ouf de soulagement. Donald Trump quitte la Maison-Blanche. Il s'est accroché jusqu'à son dernier souffle pour ne pas reconnaître la victoire de Joe Biden et ne pas quitter finalement la Maison-Blanche. Malheureusement, les choses ne sont passées comme il aurait aimé que ça se passe et n'eût été la solidité, la force des institutions américaines, je pense qu'il allait s'accrocher encore au pouvoir. On a vu même jusqu'à l'investiture un mouvement conspirationniste et complotiste QAnon, aujourd'hui banni des réseaux sociaux et des plateformes numériques, penser qu'il y aura une bombe qui allait exploser ou qu'il y aurait une fusillade quelconque sur le territoire américain. Heureusement, tout cela ne s'est pas passé comme cela. Alors, Joe Biden qui arrive et qui a un grand défi de devoir recoller les morceaux d'une Amérique fragilisée, divisée, où les tensions raciales ont été pendant ces 4 dernières années une des choses les plus présentes. Et je pense que c'est en cela que dans ce sens que c'est pertinent et aujourd'hui c'est une bonne nouvelle pour l'Amérique, pour les Sénégalais qui vivent là, parce que souvent on l'oublie, on se dit ben, c'est très loin, oui c'est très loin, mais pendant ces 4 années avec les violences policières, on parlait on se souvient de la mort de George Floyd, on se rappelle du mouvement Black Lives Matter, donc il faisait que l'ostracisme que vivaient, les violences policières que vivaient les Africains et nos compatriotes n'étaient pas du tout à l'abri de toutes ces meurtres-là et on en a même connu pendant ces 4 années des Sénégalais qui ont été tués et dont le corps a été finalement rapatrié au Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est cela qui est une bonne chose pour l'Amérique et pour le monde de façon générale, que cette
sérénité soit retrouvée, que cette paix-là soit retrouvée et que finalement, qu'on puisse comprendre que déjà, premièrement, la démocratie peut être sauvée, mais qu'aussi on peut vivre, se développer de façon sereine et dans la paix. Mais justement, c'est souvent quand tu parles là, justement de ces disparitions opérées qu'on a enregistrées aux États-Unis, les Africains parlent assez souvent de et l'Afrique après ça. Ça a été le cas avec Obama, ça a été le cas aussi avec son successeur Trump qui s'en va. Et encore une fois, de manière très naïve peut-être, on se pose cette question-là. Et l'Afrique, les Africains, qu'est-ce qu'ils gagnent dans cette affaire, dans cette Et c'est toujours la même question qui revient, et ce n'est pas seulement exclusif aux États-Unis, quand c'est en France, quand c'est dans un pays occidental, à chaque fois, qu'est-ce qui arrive? C'est la même question qu'on se pose. Qu'est-ce que les Africains doivent attendre de ce nouveau président? À mon avis, je pense que le jour où on arrivera à poser la question à l'envers, c'est-à-dire qu'un président soit élu au Congo ou au Sénégal, et que les Occidentaux se demandent qu'est-ce qu'eux, ils peuvent attendre de ce nouveau président, je pense qu'il y aura un changement de paradigme qui va nous démontrer qu'on a franchi une étape, qu'on a rendue à un autre niveau. Et malheureusement, c'est toujours la sempiternelle question de qu'est-ce que les Africains doivent attendre de nouveaux présidents. Et aujourd'hui, c'est le cas encore. Dans les médias, la même question se pose. Et absolument pas grand-chose en réalité, parce que les États ont des intérêts. Et ils ne pensent d'abord qu'à leur population et aux intérêts de leur population avant de penser à l'extérieur, même s'il y aura toujours ces collaborations-là, ces partenariats avec des pays du Sud. Ça va rester. Hein, et malheureusement, même quand on pose la question en filigrane, c'est toujours pour demander qu'est-ce qu'ils vont nous apporter encore comme aide. Et vous voyez, cette propension à tout le temps tendre la main, à vouloir être dans la mendicité indirecte. Pour moi, c'est cela aussi qu'il faut casser au niveau de la symbolique pour cette jeunesse africaine, de se dire que nous devons prendre notre destin en main et ne compter que sur nous-mêmes. Mais sur un autre plan, l'arrivée de Joe Biden reste quand même une bonne nouvelle parce que dès sa prise de fonction, une des premières mesures qu'il a eu à prendre, c'est d'envoyer un projet de loi au Congrès pour la régularisation de 11 millions de sans-papiers. Et ces 11 millions, bien évidemment, il y aura nos compatriotes parmi ces 11 millions et aussi les Dreamers, c'est-à-dire ceux qui étaient là aux États-Unis avant 16 ans et qui pouvaient obtenir la nationalité finalement. Et ça, c'est une mesure que pendant ces 4 années, Donald Trump a essayé de supprimer. Je pense que ça aussi, c'est une bonne nouvelle. En plus de cela aussi, l'obtention plus facile de la carte verte. Donc, tout cela peut bénéficier à nos compatriotes. Et en soi, c'est l'immigration, les immigrés au Sénégal, qui un peu dans la diaspora de façon générale, donc qui envoient, on parle de plus de 1800 milliards pratiquement par année. Donc, c'est énorme. Et c'est une bonne chose qu'on pense à eux, qui continuent de vivre dans la paix, qui continuent de soutenir l'économie. Tu en parlais tout à l'heure, Charles, c'est aussi une bonne chose quand même que cet argent continue d'être envoyé au Sénégal et pour soutenir les familles, mais aussi soutenir l'économie. Donc, si ça se passe bien à l'extérieur pour les Sénégalais, ça se passera, ça aura un impact, une répercussion aussi sur le climat intérieur, sur les familles et sur l'économie au Sénégal. Et c'est donc une bonne chose pour moi que Biden soit le nouveau président en espérant qu'il ne décevra pas ceux qui espéraient ou qui plaçaient leur confiance sur lui. Eh bien, merci beaucoup, Lamine. Très heureux d'avoir partagé avec toi ça encore ce dimanche, ce numéro de l'OBS. Merci, Charles, c'est toujours un plaisir. Et toutes nos pensées à Jean-Maïssa Diop et à sa famille.